Merci à vous tous de m'accueillir. Comme je vous l'ai dit, ça fait depuis peu que je fais partie du même club que le vôtre et Thierry Marchand m'a gentiment accueilli et invité à participer à une série de conférences sur l'intelligence artificielle qui débute aujourd'hui. Donc, on est quand même assez nombreux, comme je l'ai dit, pour une conférence qui a été annoncée il y a 4-5 jours. Donc, on sera à peu près une vingtaine de personnes. Bon, là, je ne vois pas tout le monde. Comme ce qui est indiqué juste avant par Thierry, on va commencer par une présentation qui dure 30-45 minutes sur l'IoB, l'Internet des comportements. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais en dire un peu plus dans quelques instants. Et suite à cette présentation, on fera une petite session sondage, questions-réponses, qui ouvrira, je pense, à quelques débats. Donc, pour me présenter, je m'appelle Céric Vasseur, je suis formateur, conférencier, chroniqueur. Je suis spécialisé dans les nouvelles technologies liées à la robotique et à l'intelligence artificielle. Je suis auteur de nombreux projets liés à l'intelligence artificielle et à la robotique, dont BipAI, une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même. Alors, je sais que vous êtes très curieux là-dessus, mais il faudra attendre la troisième date pour en savoir un petit peu plus. Je travaille depuis plus de 20 ans sur de nombreux projets industriels en recherche et développement en tant qu'analyste programmeur, responsable département informatique, consultant formateur, conférencier, chroniqueur, animateur d'événements liés aux nouvelles technologies. Voilà. J'ai tout dit. Si vous voulez en savoir plus, je rafficherai la même petite diapo, enfin en tout cas la même adresse à la fin. Vous pouvez aller sur mon site internet Vasseurtech et puis on pourra échanger quand vous voulez. Donc, en résumé, les nouvelles technologies associées à l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, permet une analyse psychologique et comportementale très pointue de ses utilisateurs et s'immisce dans tous les domaines du quotidien. L'IoB, au-delà de détecter les intentions, permet également de modifier le comportement des foules et des individus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'on a plein de capteurs maintenant aujourd'hui qui sont connectés à Internet et au-delà de simplement comprendre ce que les gens font avec, on va chercher d'aller au-delà et on va essayer de modifier leur comportement. Alors là, le petit déroulé, je ne vais pas rester longtemps dessus parce qu'on a entendu parler, 30-45 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses, sondage. Donc voici le petit plan. On va voir d'abord une définition, l'histoire de ce qu'est l'IoB exactement, ce qu'est l'IoT, les définitions utiles. On parlera également des sciences comportementales associées à l'IoB, le big data, l'intelligence artificielle et toutes les questions éthiques et liées à la législation qui, je pense, feront parler à plus d'un. Ah, je croyais que l'un d'entre vous était en train de jouer au golf pendant la conférence, mais non, j'ai mal vu, c'était la Lune. Donc, je propose de commencer par ce premier chapitre sur les définitions et l'histoire. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que l'IoB? Alors, l'IoB, c'est aussi une création, un nom qui, comme le nom, on l'entend, en tout cas, IoB, ça sonne beaucoup comme IoT. Ça vient de l'Institut Gartner qui étudie chaque année les tendances liées aux nouvelles technologies. Ils se sont rendus compte que l'on utilisait l'IoT de plus en plus pour justement chercher à modifier le comportement des utilisateurs. Donc, ils se sont dit, on va trouver un nom à cette chose-là, on va dire, on va appeler ça IoB. Et aujourd'hui, ils placent IoB en tête des tendances technologiques de 2021-2022. IoB, ça signifie Internet of Behaviors, ou en français, l'Internet des comportements. Et dans la définition même que donne l'Institut Gartner, ça utilise la poussière numérique des individus en vue d'influencer les comportements. Si on découpe l'IoT et l'IoB de cette façon-là, on voit qu'à gauche, on a l'IoT avec différents matériels, des capteurs, des serveurs, les logiciels qui permettent de gérer toute la data. Et de l'autre côté, l'IoB qui englobe en plus la partie sciences du comportement pour pouvoir modéliser les comportements des clients, détecter des motifs et bien sûr, le but du jeu, pouvoir influencer et adapter. Alors n'oubliez pas que aujourd'hui, on va essayer de voir si on a un usage en tout cas qui peut être bienveillant ou malveillant de l'IoB, parce que je sais que tout de suite, on va dire, oh là, on va m'influencer, ça ne va pas être très sympa. Mais si on essaye de vous influencer pour perdre une mauvaise habitude, pour faire du sport, etc., ça peut être finalement assez sympathique pour tout le monde. Donc là, un petit point sur l'évolution des technologies en termes d'IoT et d'IoB, puisqu'on s'appuie, en tout cas l'IoB s'appuie sur l'IoT. Donc on va chercher à identifier tous les objets qui nous entourent au quotidien, donc de la boîte de céréales que l'on va prendre. Donc on va utiliser maintenant des puces RFID, des codes barres, des URL, des systèmes de GPS aussi pour détecter mouvements d'objets un petit peu plus gros. Puis on s'oriente aujourd'hui vers de la biométrie pour savoir qui est en train d'utiliser l'objet en
question et des ondes acoustiques, et maintenant on s'intéresse aussi à l'ADN de l'utilisateur pour pouvoir être sûr de l'identifier et l'authentifier. On a les capteurs qui ont suivi une évolution aussi au fil des années, donc des capteurs de proximité, les luxmètres, thermomètres, tout ce qui permet de mesurer la lumière, la chaleur, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, dans un téléphone portable, c'est un condensé de tout ça, on rajoute en plus des gyroscopes, des accéléromètres, et on va utiliser aussi des nanotechnologies pour capter des choses que l'on ne pensait pas pouvoir percevoir avant. En termes de réseau, il y a une évolution également. On utilise les réseaux radio, câbles sont connus depuis très très longtemps. Avec l'arrivée d'Internet, il y a d'autres protocoles qui sont arrivés, notamment le Wi-Fi, des protocoles qui sont liés à la domotique, des protocoles peer-to-peer, donc on n'a plus besoin de serveurs, donc c'est très pratique pour l'Internet des objets, communication en champ proche, etc. En termes de traitement, pareil, on a besoin de traiter des simples journaux pour savoir, par exemple, le nombre de pas que vous avez fait dans la journée, mais on a besoin aussi de systèmes de gestion de bases de données relationnelles pour pouvoir enregistrer des choses un petit peu plus sophistiquées, forme d'entité, association, enfin ça, je pense que ça parlera aux développeurs dans la salle, et des logiciels de gestion intégrés. On va jusqu'à utiliser aujourd'hui des entrepôts de données, des hypercubes, pour pouvoir faire tourner les données dans tous les sens et pour pouvoir en tirer des corrélations. Donc, le monde de l'hypercube parle peut-être à certains d'entre vous. En termes de jalons, en termes d'IoT, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'est intéressé beaucoup à l'IoT sous forme de logistique pour pouvoir suivre les différents stocks, par exemple. En termes d'historique, en fait, on s'est intéressé à des rouges à lèvres, un stock, on voulait surveiller un stock de rouges à lèvres, et c'est là, avec des puces RFID, et c'est là où, historiquement, l'IoT est né. Ensuite, en 2010, à peu près, on a commencé à se voir que l'IoT pouvait être utilisé en termes de surveillance pour les soins médicaux, les transports et tout ce qui était sécurité alimentaire. 2015 pour la localisation des biens et des personnes, et 2020 aujourd'hui pour toutes les opérations de téléopération et de téléprésence. Et avec le Covid, ça nous a beaucoup aidé. Un petit point aussi sur ce qu'est l'intelligence artificielle, donc le nerf de la guerre de la data, donc comment on va triturer les informations. Alors, je passe très rapidement dessus, c'est juste pour qu'on ait tous une même définition, en tout cas pour tout le monde. Donc là, je pars complètement du côté droit de ma découpe en oignon ici. On a les sciences de l'information, donc je donne un exemple. Vous avez un simple carnet d'adresses, vous tapez le nom d'une personne, ça vous donne son numéro de téléphone ou son numéro de membre Mensa, par exemple. On parle de sciences de l'information, mais ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle. On va parler intelligence artificielle à partir du moment où on a une machine qui arrive à résoudre un problème qui habituellement est résolu par un être humain. En tout cas, c'est la définition qu'on a donnée en 1956 à la conférence de Dartmouth. Donc, c'est-à-dire que là, si vous avez une simple petite raquette dessinée sur ordinateur qui se déplace à la même hauteur qu'une balle pour la renvoyer, on parle d'intelligence artificielle, comme dans le jeu Pong, par exemple. Ce n'est pas très intelligent, mais c'est de l'intelligence artificielle. Ensuite, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes, comme le machine learning. Donc ça, c'est des machines qui apprennent, comme le nom l'indique. Donc c'est souvent un ensemble d'algorithmes qui permettent de faire vraiment en résumé des statistiques plus ou moins sophistiquées, comme connaître la température qu'il fera demain par rapport, on va prendre le niveau d'hygrométrie de votre jardin, température, etc. Puis on voit qu'il fait très chaud, donc demain, il y aura de grandes chances qu'il fasse très chaud en faisant une petite moyenne pondérée. Voilà, en gros, vraiment pour simplifier, c'est du machine learning. Ensuite, on a découvert des outils informatiques qui ressemblent un petit peu aux neurones humains, des interrupteurs logiques, si on veut, qui permettent de résoudre certains problèmes assez facilement. Et on a appelé ça des neurones, pour faire une comparaison aux neurones humains. Et plus il y en a, plus on arrive à résoudre des problèmes qui jusqu'alors semblaient impossibles à résoudre. Et donc, plus vous avez un grand nombre de couches dans un réseau de neurones, et là, on arrive au deep learning qui est ici. Donc, avec tout ça, on arrive aujourd'hui à faire des petits miracles ou des choses impressionnantes, voire inquiétantes, grâce à l'intelligence artificielle et la quantité d'informations phénoménales que l'on peut capter avec l'IoT. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va, personne n'a disparu. Très bien, je vois que ça suit. Donc, je continue avec les sciences comportementales et l'IoB. Alors, qu'est-ce que le comportement? Petite définition pour commencer, c'est l'ensemble des réactions objectivement observables d'un sujet.
Alors, le terme comportement désigne les actions d'un être vivant. Il a été introduit en psychologie française en 1908 par Henri Pierron comme équivalent français de l'anglo-américain behavior, d'où IOB pour Internet of Behavior. Alors, ce qui est amusant avec l'être humain, vous allez me dire, mais d'accord, non, moi je suis imprédictible. Voilà, on va essayer de comprendre mon comportement, on va essayer de l'utiliser. Non, non, je ne me laisserai jamais faire par une intelligence artificielle. Alors, je vous laisserai le temps à la fin de cette présentation de tester ce petit jeu en ligne. Alors, je répéterai l'adresse à la fin. Ça s'appelle rockpaperscissors.ai et vous allez affronter une intelligence artificielle qui va essayer de comprendre votre prochain coup. Donc, vous avez le choix entre feuille, papier ou ciseaux et vous allez voir que le résultat est assez étonnant. C'est simple, pour gagner à ce jeu, il faudrait quasiment prendre un dé et puis de le lancer, puis en fonction du résultat, choisir feuille, papier, ciseaux au hasard. Aussi bien quand lorsque vous allez vous forcer finalement à tirer, à faire un choix au hasard pour essayer de contrer l'intelligence artificielle de la machine, vous verrez que c'est très difficile finalement d'avoir un choix aléatoire en tant qu'être humain. On va avoir tendance à réagir en miroir par rapport à l'autre, par rapport au coup d'avant, au coup encore avant. Et au final, la machine va gagner contre vous, sauf si vous utilisez le petit stratagème dont j'ai parlé, donc lancer un dé et choisir une valeur qui soit vraiment aléatoire, qui ne soit pas liée finalement à votre comportement. Comportement et pensée. Alors là, ça revient par rapport à ce que j'ai mis juste avant. L'homme a besoin pour son équilibre de justifier son propre comportement et de s'auto-persuader que ses actes sont légitimes et cohérents. Comme dans l'exercice que j'ai demandé juste avant, si vous faites l'exercice, vous allez dire non, non, je vais vraiment être, je vais choisir quelque chose de complètement, je vais mettre papier, ciseaux, je vais mettre tout ça dans des ordres. Vous verrez que la machine, au bout de quelques tours, va gagner contre vous. Et on en conclut que l'expérience conditionne donc la pensée. Alors, on essaye depuis des années et des années, depuis l'invention de la psychologie, et même avant, d'utiliser des méthodes classiques pour mieux comprendre l'autre, notamment la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie. On utilise des outils avec des noms avec plus ou moins d'efficacité, comme la PNL, programmation neurolinguistique, les systèmes aussi qu'on appelle DIS, comme Color, MBTI. Et aujourd'hui, on a de nouveaux outils qui sont finalement les chatbots psychologues. Alors, vous en avez des plus ou moins célèbres. Alors, dans l'histoire, en tout cas, du chatbot, vous avez Elisa, qui utilisait beaucoup ce qu'on appelle l'écolalie, donc qui est capable de répéter ce que vous dites en fonction de certains mots-clés. Vous avez Eli, dont je parle juste après, qui a été développé par la DARPA. Après, vous avez Deprexive, Webot, Oli, etc., qui sont aujourd'hui des vrais outils pour certains qui sont utilisés notamment pour pallier un manque de professionnels de santé avec les avantages qu'on a à travailler avec une machine, qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui répond à la pénurie de professionnels de santé. Alors, je parlais d'Eli juste avant, c'est une intelligence artificielle thérapeute, psychologue, qui est pensée pour aider les militaires souffrant de troubles traumatiques. Et l'avantage, en tout cas, de cette intelligence artificielle, ou même de machine, de robot, si on peut dire, c'est que ça évite d'envoyer des civils, parce que souvent les psychologues sont des civils, pour éviter de les envoyer en première ligne. Ce qui n'empêche pas, à leur retour, en tout cas, dans leur pays d'origine, d'avoir après un vrai suivi avec un psychologue humain. On se rend compte que c'est quand même plus efficace. Encore aujourd'hui. De nombreux essais, sinon, de robothérapie qui met en évidence des bienfaits de communiquer avec un robot pour les personnes atteintes de troubles autistiques. On remarque par exemple que les enfants créent de véritables complicités avec des robots de type Nao. Donc, c'est des petits robots comme ça qui avant appartenaient à Aldebaran Robotics et qui aujourd'hui appartiennent à SoftBanks. Et afin de prévenir tout incident, vous avez aussi des petits robots, des robots peluches de type qui s'appellent Parrot. Ce sont des petits phoques qui sont pensés pour les personnes âgées. Donc au Japon, en tout cas, ça se vend bien. Donc la personne âgée communique et interagit avec le robot. Et lorsqu'il y a un petit souci, la personne ne répond pas dans les temps impartis, à ce moment-là, on peut lancer une alerte. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est une conférence qui dure normalement toute une après-midi. Je suis très bavard, donc j'essaie de condenser un petit peu, mais je répondrai à toutes vos questions après, vous inquiétez pas.
On parle également d'IoT lorsqu'on utilise de la réalité virtuelle augmentée ou mixte. Donc là, vous avez un magnifique casque Oculus Go et finalement, qu'est-ce que la personne a sur la tête? Ben, c'est un peu comme un téléphone portable avec tous les capteurs dont j'ai parlé avant, donc le gyroscope, accéléromètre, plus si on utilise un casque Oculus Quest 2, par exemple, un système de caméra qui est capable aussi de détecter votre environnement, voire de donner des informations sur votre environnement, la luminosité, ou même les objets que vous possédez chez vous. Donc, on a rajouté des sécurités pour éviter d'en savoir trop sur votre domicile, mais ce genre d'engin, en tout cas, est capable de filmer aussi votre intérieur, il faut le savoir. Donc, ça fait tout autant d'outils qui permettent de capter des choses, notamment dans l'environnement. Ça permet de détecter les actions, les objets. On peut récupérer des informations aussi qui sont envoyées par mail pour pouvoir capter aussi des mouvements d'autres individus, de foule. On va pouvoir récupérer tout ça, on envoie ça effectivement humainement à un individu qui va ensuite avoir une action, une cible. Donc, on peut imaginer aussi simplement que la personne va regarder un mail, cliquer sur un lien parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Voilà, bon, très bien. Avec les sciences du comportement et avec l'IOB, qu'est-ce que l'on va faire? On va essayer de faire en sorte de modifier, en tout cas, on peut aller jusqu'à modifier la perception de l'environnement de la personne, voilà, avec un casque de réalité augmentée, par exemple, ou un site internet dont on va modifier la façon de s'afficher, avec une action qu'on va essayer de cibler. Donc, ça peut être une action aussi simple que on veut que la personne achète le produit le plus cher du catalogue sans qu'il s'en aperçoive, par exemple. Ça ne marche pas toujours, mais voilà, ça peut être des choses beaucoup plus fines aussi, de choisir tel et tel article en fonction de sa zone géographique, etc. etc. Donc, avant d'aller jusque-là, ben, effectivement, on va tenter avec des simulations, avec des captations qu'on a pu faire avant, de savoir quel est le comportement de la personne dans telle ou telle situation. On va avoir déjà une estimation de ce qu'il est capable de cliquer plus à gauche, à droite, et en fonction de sa réaction, on va pouvoir ajuster au fur et à mesure de la visite du site Internet. Alors, je vais vous montrer très concrètement à quoi ça ressemble dans quelques exemples, si vous êtes un petit peu patient. Je continue pour parler Big Data, intelligence artificielle et IoB. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que le big data par rapport à la data? On parlait de réseau de neurones tout à l'heure et de deep learning, si vous vous souvenez. Pour simplifier, en haut, vous avez un réseau de neurones, un petit réseau de neurones qui va vous donner la température dans votre jardin. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? Ce sont des interrupteurs dont vous allez changer la valeur un petit peu partout. Ou alors, je donne un autre exemple. Je vais contextualiser par rapport à la Belgique. Voilà, parce que j'ai quelques origines belges aussi. Imaginez, vous cherchez la recette de la gaufre parfaite. Voilà, vous cherchez la recette de la gaufre. Je vois que Thierry est très content. Voilà. Donc, on peut imaginer plusieurs boutons avec un bouton qui permet de sélectionner la quantité de farine, la quantité de levure, la quantité de sucre, de sel, etc. Donc, il faut imaginer tout un tas de boutons comme ça. Vous allez les tourner un petit peu aléatoirement au début, puis vous allez avoir un résultat. Puis le résultat, ce n'est pas très bon, donc vous allez changer la température, ceci, cela. Et puis, au fur et à mesure que vous allez ajuster finalement ces gros boutons, sans savoir vraiment ce que vous allez faire au début, en tout cas, vous allez comprendre qu'en augmentant, en diminuant le sel, ça va avoir plus ou moins bon goût, etc. Donc ça, c'est un petit réseau de neurones, par exemple, qui permet d'avoir la recette de la gaufre parfaite. On descend un petit peu. Ici, là, on est dans un autre cas de figure avec le big data. Imaginez maintenant que l'on récupère tous les emails de votre entreprise depuis quelques années en arrière. Donc, ça représente une quantité d'informations qui est beaucoup trop compliquée, en tout cas, à manipuler avec une série de boutons. Là, déjà, on a atteint un certain niveau d'entrée, un nombre d'entrées qui va dépasser l'entendement d'un seul être humain. Imaginez aussi également travailler sur des images ou des vidéos. Une image, c'est plusieurs millions de pixels. Et donc, pour pouvoir comprendre comment s'il y a un chat ou un chien, par exemple, dans une image, on va devoir analyser des milliers d'images de chats, de chiens. Et pour comprendre ça, en tout cas, automatiquement par un être humain, c'est très compliqué. On laisse faire en fait un réseau de neurones dit de type profond, en deep learning, pour pouvoir justement ajuster tous ces petits boutons-là pour détecter les moustaches, les oreilles du chat, la truffe, etc. pour se dire à la fin, si on a tout ça, on a bien un chat.
Donc, avec toutes ces données-là, on les utilise notamment pour détecter des modèles sur des cartes. Donc, on imaginé, non pas sur une échelle d'une toute une population, par exemple les coordonnées GPS de toutes les personnes qui utilisent un logiciel pour pouvoir trouver le chemin le plus court du point A au point B. Vous avez aussi tous les outils de eye tracking qui permettent de détecter les mouvements des yeux lorsqu'on visite un site Internet. Alors, vous inquiétez pas, on ne peut pas faire comme ça. Vous n'êtes pas surveillé H24, bien que vous verrez un exemple juste après. Et il faut imaginer également tout ce qui est podomètre, permet de collecter plein d'informations, qui permet d'entraîner des modèles et donc on peut prévoir le coup d'après. Donc sur tous ces modèles-là, lorsqu'on va faire un trajet du point A au point B, on sait qu'il va y avoir des étapes intermédiaires sans avoir besoin d'être développeur, d'être codeur. L'intelligence artificielle va finalement détecter le point d'après, le point suivant et savoir comment modifier finalement ce comportement. Si on va de A à B, on va très certainement aller à C ensuite. Donc on va pouvoir jouer un petit peu sur les différents points de sortie, mais avec toujours une petite erreur ci et là. Donc, en termes de GPS, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle un heatmap, donc une carte de chaleur pour connaître les rues qui sont les plus utilisées en fonction d'une ville. Donc là, on a différentes routes, on voit qui sont plus ou moins utilisées. Donc là, avec ça, avec une vue extérieure, on peut se dire, bah, tiens, si j'ai un commerce situé à tel ou tel endroit, ça ne va pas être terrible. Peut-être que je peux changer l'orientation des visiteurs aussi pour qu'ils puissent me voir ou de façon un petit peu plus sympathique, se dire, bon, on va dégorger par exemple ces différentes rues et donc on va changer les feux rouges, feux verts, etc. au bon moment et tenter d'adapter tout ça en temps réel. Ça, c'est sur une carte. Donc ça, on peut imaginer comment ça fonctionne assez facilement. Ben, si je vous dis qu'on arrive à faire la même chose avec une page web, donc vous allez sur Internet, donc vous voyez par exemple une page de publicité qui s'est affichée, donc vous voyez, je suis très fan de robotique, voilà, c'est une page qui est affichée là à moi, et puis là en ce moment vous êtes en train de la voir aussi. Et inconsciemment, vos yeux ont fait un mouvement, donc là vous avez très certainement regardé cette chose là en bas, là par exemple en premier, parce que tout ce qui est rond et qui ressemble, ah non, Thierry me dit non, la machine me dit le contraire. Alors, on verra. Non, on verra si la machine se trompe. Et lorsque l'on a souvent des choses, des formes en forme d'yeux ou des choses comme ça, lorsqu'on ne doit pas lire, ça va souvent attirer le regard. En tout cas, comment on fait? On va pouvoir utiliser des caméras un peu spéciales qui vont analyser les yeux de nombreux utilisateurs et après coup, on arrive à partir de n'importe quelle image à créer, en tout cas à estimer ce qu'on appelle une heatmap, donc une carte de chaleur, pour pouvoir estimer ce qui a été vu en premier ou ce qui a le plus de chances de capter l'attention. Donc, il y avait ce robot aspirateur, cet autre ici et cet autre là. Donc, déjà, on peut avoir un indice de comment on peut améliorer la vente de certains produits. Donc, si je veux vendre un produit qui intéresse cette société, on va essayer de le mettre à côté de celui-là, où on va faire en sorte qu'il suive le parcours de l'œil pour pouvoir rencontrer l'article que l'on souhaite vendre. Et puis, on a des nouveaux outils qui viennent rabattre les cartes. On pense avoir compris comment ça fonctionnait, on pense savoir comment manipuler un petit peu comment on se fait manipuler, et puis arrive GPT-3. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de créer des images artificielles avec une simple phrase. Donc là, ici, on lui a dit, voilà, dessine-moi un siège en forme d'avocat. C'est tout ce qu'on lui a dit. On lui a dit ça. Et on a ce résultat-là. Donc, je ne sais pas si ça sera bientôt en vente chez Ikea, mais à partir de cette simple phrase, on a généré des sièges en forme d'avocat. Et c'est vrai que c'est très réaliste. Moi, j'imagine très bien tous ces modèles-là être vendus demain. Et ce qu'on arrive donc à créer ex nihilo, on peut analyser également les heatmaps dessus et voir quel est le chemin parcouru par l'œil du visiteur. Et donc, on peut savoir quels sont les modèles qui se vendront le mieux, moins, etc. On est capable de créer des images complètement artificielles qui arrivent à capter l'attention de l'utilisateur. Et avec ça, on peut rajouter un algorithme qui va changer la façon dont on va parcourir l'image d'un simple regard. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de transformer la carte pour qu'elle devienne le terrain. Donc, on a un modèle, on a une map, etc. Et on va faire de l'A/B testing, voir sur un groupe en changeant un tout petit peu l'image, si on arrive à augmenter, par exemple, le nombre de ventes ou à changer le comportement qui nous intéresse. Alors, ça peut être sur plein d'autres choses aussi très bienveillantes. C'est vrai qu'on s'imagine des manipulations commerciales, mais on verra ensuite qu'il y a des usages très bienveillants. Ça permet d'affiner le modèle au fur et à mesure. Donc, on va pouvoir changer la disposition, par exemple, des images sur un site Internet.
Donc, on utilise aussi l'IOB en termes de santé, de sécurité, par exemple, pour changer les comportements à risque. Donc, lorsque les personnes se rapprochent trop près d'un lieu qui est dangereux, etc., on va pouvoir le détecter, on va chercher à les orienter ailleurs, vérifier s'ils portent bien leurs équipements et à quel moment de la journée ils changent d'équipement, à quel moment leur faire des pauses, etc. S'ils portent bien leur masque. On parle aussi de coronavirus un petit peu plus tard, parce que c'est en plein dans l'actualité. Et en termes de comportement aussi, on s'intéresse par exemple aux personnes qui font du sport, notamment dans la piscine, pour pouvoir voir quel est le moment où la personne risque de se noyer, sur les passagers, les placements de bombes, même de choses dangereuses dans un aéroport, les comportements à risque, les comportements qui sortent de l'habituel. Et on utilise aussi, même avec High Border Control, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à voir si une personne qui traverse la frontière européenne est en train de mentir ou pas, voilà, par rapport à ce qu'elle dit. Donc, on a l'analyse de ce qu'elle dit. Donc, c'est très, très mitigé voilà, on en parle beaucoup, mais voilà, c'est à débattre. En termes de débat, justement, je propose de terminer sur l'éthique et la législation. Tac, tac, tac. Donc, je parle notamment de podomètres et d'assurance. Alors, afin d'inciter leurs assurés à se maintenir en bonne santé, qu'est-ce que nous a inventé la Chine? Deux compagnies basées en Chine, China Life Insurance et Vitality Health, pardon, qui offrent des récompenses en fonction de la distance parcourue quotidiennement. Donc, plus vous marchez, donc on peut s'imaginer que ça part d'un très bon sentiment. Plus vous marchez, l'OMS conseille 10 000 pas par jour, plus vous améliorez votre santé. Voilà. En France, on a eu la même idée. On s'est dit, bah, tiens, on va faire pareil et on va pouvoir offrir même des chèques de 50 € de médecine douce, pardon, pas d'ours, l'animal, qui sont offertes aux marcheurs. Et là, vous allez me dire, bon, très bien, mais je ne sais pas pour celles et ceux qui ont vu Jurassic Park, l'homme en général arrive toujours à trouver, enfin la vie arrive toujours à trouver un moyen. Et c'est pour ça qu'on arrive à vendre aujourd'hui des phone shakers pour pouvoir avoir des économies en Chine sur sa compagnie d'assurance, avec la petite citation de Ian Malcolm juste en bas. Donc, c'est même vendu par deux aujourd'hui. Vous mettez votre téléphone dedans, vous mettez l'application qui compte le nombre de pas, et puis c'est parti pour 10 000 pas alors que vous êtes en train de dormir. Et grâce à ça, on arrive à flouer le système. Donc, ce n'est pas forcément le but du jeu. Alors, en termes d'éthique et de législation aussi, ça pose de nombreuses questions. Alors, déjà, comme ça se repose sur l'IoT, on a tous les problèmes liés à la sécurité liés à l'IoT, dans tous les problèmes de mise à jour. On a aussi un outil qui est tout le temps connecté à Internet et bientôt aussi qui sera connecté directement à Internet. Aujourd'hui, si vous achetez par exemple une caméra de surveillance pour votre domicile, vous êtes obligé quand même un petit peu de la configurer pour la brancher sur votre box Internet. Demain, non, vous commandez une caméra, dès que vous la branchez sur secteur, ça y est, elle est connectée à Internet. On arrive directement à des outils qui sont connectés, qui n'ont plus besoin de bornes, de hotspots, etc. On a aussi des outils qui sont devenus des zombies, c'est-à-dire des outils qui ne sont pas mis à jour, qui sont mis de côté et qui peuvent être utilisés par des pirates en informatique à n'importe quel moment, notamment pour faire du déni de service ou pour tenter de pirater des machines qui sont à proximité. Donc, ça pose des dangers, notamment pour les individus, pour les entreprises, mais également pour des nations, parce que là, il ne s'agit pas seulement de comprendre le comportement d'un ou deux individus, mais également d'une population entière. Et donc, oui, ça pose des questions de sécurité. On parle aussi de bioéthique et de problèmes de bioéthique, notamment que fait-on et comment faire pour protéger les données sensibles médicales et aussi comment on peut protéger l'utilisation de données qui ne sont pas médicables, qui ne sont pas sensibles, mais qui peuvent l'être de par leur compréhension. Donc, on arrive à comprendre un comportement et donc, on peut faire une corrélation avec un problème de santé par rapport à des données qui ne sont pas médicales, par exemple. On a l'arrivée aussi d'implants sous-cutanés qui sont d'ailleurs
un peu à la mode dans certains pays nordiques. On a l'arrivée d'un nouvel énième sens, donc avec des outils qui sont capables de nous prévenir à l'avance qu'un problème ou d'un choix à faire qui va être plus ou moins forcé, qui est là peut-être pour nous aider, peut-être pas, et l'arrivée de l'homme augmenté. Donc on a des outils qui sont là pour pallier à certains soucis de santé pour les personnes qui sont en situation de handicap, mais il y a des personnes qui veulent aller au-delà et augmenter par exemple leur mémoire, leurs réflexes, etc. Et ça va poser quelques questions lorsque demain on va mettre des enfants à l'école et on va dire ah ben votre enfant on lui conseille tel ou tel implant parce que sinon il va avoir de moins bonnes notes que ses petits camarades qui ont eux des meilleurs implants que les autres. Voilà. Donc ça pose aussi plein de questions de cet ordre-là. En termes de coronavirus, j'en parle ici aussi. La Chine, la France, voilà, toutes les nations se mettent à utiliser des outils, notamment pour suivre les populations. Ça s'est fait même dès le début du Covid en France avec les téléphones portables. On a aussi des outils Stop Covid, par exemple, qui sont installés un peu partout en France et on a les équivalents dans d'autres pays pour pouvoir connaître qui a rencontré qui et puis pouvoir faire des retours d'informations, où peut-on accéder, etc. Et là vient en collision les libertés collectives contre les libertés individuelles. On a du coup aussi, on peut se poser la question de la surveillance de masse contre une solution pour tous. Je sens que certains vont se poser des questions là. En termes de questions de culture générale, je vous conseille, en tout cas pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'ai mis une petite liste de films, de séries et de personnages. Vous avez Person of Interest, c'est une très intéressante série sur voilà, comment une machine peut détecter, comprendre le mouvement de toute une population, de surveiller en fait la surveillance de masse par l'intelligence artificielle. Vous avez The Mentalist, enfin Mentalist tout court en France, voilà, c'est une série aussi que je vous conseille de voir. Lie to Me, Arrête-moi si tu peux, un film avec DiCaprio et Derren Brown. Je ne sais pas si dans la salle certains connaissent Derren Brown. Alors si vous ne connaissez pas Derren Brown, je vous conseille de voir en tout cas dans une de ses séries de films. Il a fait ce qu'on appelle le Heist, le casse, comme le casse du siècle en français, dans lequel il va inviter des personnes lambda, des commerciaux à suivre un séminaire de motivation et au final, ils vont se retrouver à braquer un convoyeur de fonds. Voilà, donc je vous spoil pas tout. Bon, ça, on le sait dès le départ. Par contre, c'est intéressant de savoir comment il le fait. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout, mais en même temps, ça met en garde des dérives qu'on peut avoir si on modifie le comportement des personnes comme il a pu le faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite présentation. Alors, vous pouvez me retrouver sur Wassertech, vous avez le petit QR code ici. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention déjà pour cette petite présentation. Merci, merci beaucoup.